Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors, vous pensez que les drames dans votre famille sont graves? Attendez d'entendre celle-là. Un père, un homme adulte, pleinement responsable, décide qu'après avoir perdu sa femme, la meilleure décision parentale est de faire payer un loyer à sa propre fille adolescente. Un loyer. Dans sa propre maison. Enfin, techniquement, même pas dans sa propre maison, mais on y reviendra plus tard avec ce détail absolument délicieux. Et puis, juste quand vous pensez que ça ne peut pas devenir plus fou, il la met carrément dehors. Pourquoi? Oh, parce qu'un bébé a besoin d'une chambre. Peu importe les 2 bureaux privés juste là. Peu importe que cette fille se tue à la tâche depuis ses 16 ans. Mais voilà le truc, le karma ne s'est pas contenté d'arriver discrètement. Non, il est arrivé avec un grand-père, une bombe financière, et une belle-mère tellement maléfique qu'on aurait dit qu'elle sortait tout droit de l'histoire d'origine d'un super vilain. Alors prenez quelque chose à manger, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans ce cirque familial absolument hallucinant. Mon père m'a mise dehors après la naissance de sa fille avec ma belle-mère, après m'avoir fait payer un loyer, mais maintenant j'ai le pouvoir d'empêcher mon grand-père de continuer à le punir. J'ai des choses très privées là-bas. Moi, 21 ans, j'ai perdu ma mère quand j'avais 14 ans. Mon père s'est remarié quand j'avais 17 ans. Ma belle-mère a une fille de 15 ans, et elle et mon père ont eu un petit garçon de 3 ans, et maintenant elle vient de donner naissance à une petite fille. Bref, je travaille depuis mes 16 ans pour avoir de l'argent afin d'acheter mes propres affaires. Quand j'ai eu 18 ans, mon père m'a dit que j'étais désormais adulte et que je devais commencer à payer un loyer. Ce n'était que 5 cents. Une somme symbolique, puisqu'il continuerait à couvrir la nourriture et les autres dépenses essentielles. J'étais furieuse et nous nous sommes disputés, mais au final j'ai accepté, et cet arrangement a duré jusqu'à il y a 7 mois. C'est à ce moment-là que mon père est venu me dire que j'avais 2 mois pour déménager, ma belle-mère était enceinte et ils auraient besoin de ma chambre pour le bébé. Ce qui est complètement absurde, parce qu'ils ont tous les deux des bureaux privés. Ma belle-mère n'a même pas besoin du sien puisqu'elle est mère au foyer depuis la naissance de mon petit frère. Malgré tout, ils m'ont dit que je devais partir. D'ailleurs, petite précision, ma belle-mère et moi nous entendons bien, nous ne nous disputons jamais. Je ne pense pas que ce soit un cas de « méchante belle-mère », mais qui sait. Ma demi-sœur et moi sommes très proches, je l'aide pour ses devoirs et nous parlons de ses problèmes personnels, je l'aime énormément. Pour revenir à l'histoire, je ne savais pas quoi faire. Je suis à l'université, je veux devenir ingénieur civil et je travaille à temps partiel. Je n'ai pas les moyens de vivre seul. J'ai appelé ma tante pour lui demander si je pouvais vivre chez elle temporairement, le temps de trouver une solution, je lui ai proposé de payer un loyer et tout le reste. Elle était horrifiée par ce que faisait mon père, elle m'a dit que je pouvais absolument vivre chez elle gratuitement, mais elle a aussi dit qu'elle allait s'occuper de mon père. Le lendemain, mon grand-père est venu chez nous et ils ont parlé en privé. J'entendais la voix en colère de mon père, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Après un moment, mon grand-père est venu dans ma chambre et m'a dit que j'avais 3 options. La première était de continuer à vivre avec mon père et ma belle-mère comme avant, rien ne changerait sauf que je ne paierais plus de loyer. La deuxième était d'aller vivre chez lui et ma grand-mère, ou chez ma tante. La troisième était de trouver mon propre logement et il paierait le loyer et les frais pour moi. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de choisir tout de suite, que je pouvais continuer à vivre avec mon père et que si je changeais d'avis, il suffirait de lui dire. En réalité, j'étais soulagé de pouvoir rester vivre chez mon père et que cette folie soit terminée. Mais dans les jours et les semaines qui ont suivi, mon père et ma belle-mère ont été très hostiles envers moi, et je me sentais incroyablement mal à l'aise dans ma propre maison. Même Kazel a remarqué et m'a demandé pourquoi ils étaient en colère contre moi. J'ai donc décidé de partir et je l'ai dit à mon grand-père. Il m'a répondu qu'il s'occuperait de tout. Quelques semaines plus tard, il m'a installé dans l'un de ses appartements en location. L'appartement est adorable, il m'a acheté un réfrigérateur, une cuisinière, d'autres objets essentiels, et m'a donné un chèque de 15 000 $ en disant que cet argent devait m'aider à commencer ma vie seule. Il a aussi dit que tant que je travaillerais ou étudierais, je pourrais vivre là sans payer de loyer aussi longtemps que je le voudrais. Mon père et moi avons eu très peu de contact depuis mon déménagement. Il n'est jamais venu me voir, et moi non plus je ne suis pas allé les voir. Il me manque énormément, surtout ma demi-sœur, mais je suis encore blessé. Il y a 2 semaines, ma belle-mère a accouché et je leur ai rendu visite à l'hôpital. C'était un peu gênant, mais c'était agréable de les voir ainsi que ma petite sœur. Bref, il y a quelques jours, mon père m'a appelé pour me dire que je lui manquais, que les enfants s'ennuyaient de moi et que je devrais revenir à la maison. Il s'est excusé de m'avoir demandé de partir, etc., etc. Je lui ai répondu que j'y réfléchirais. Hier, je rendais visite à ma tante et je lui racontais ce que mon père m'avait dit, quand mon cousin a un peu ri et a dit « je parie que oui ». Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et c'est là qu'ils m'ont révélé énormément d'informations que j'ignorais jusqu'à maintenant. En gros, la maison de mon père appartient en réalité à mon grand-père, tout comme celle de ma tante. En fait, l'accord qu'il a passé avec moi, il l'a aussi passé avec tous ses enfants et certains de ses petits-enfants. Il n'a jamais voulu que sa famille ait à se soucier des besoins de base comme le logement ou la nourriture, etc. Quand j'ai appelé ma tante cette fois-là,
Elle a appelé mon grand-père, qui était furieux contre mon père, non seulement pour m'avoir mise dehors, mais aussi pour m'avoir fait payer un loyer. Ce jour-là, il est allé chez mon père, l'a remis à sa place et a menacé de l'expulser. Mais maintenant, passons à la partie mesquine, vous savez les 15 000 $ que mon grand-père m'a donnés? En réalité, c'est l'argent que j'avais payé à mon père en loyer pendant tout ce temps. Et maintenant, il oblige mon père à le lui rembourser. En plus, il fait payer à mon père 1 200 $ pour la perte de loyer de l'appartement où je vis. Appelez-moi stupide ou naïve, mais jusqu'à maintenant je n'avais jamais réalisé que mon père ne gagnait pas tant d'argent que ça. Nous vivions dans une grande maison, partions toujours en vacances et avions une vie très confortable, mais j'imagine que mon grand-père aidait depuis toujours en coulisses. Maintenant, mon cousin pense que mon père est en difficulté, avec 3 enfants à la maison, un seul revenu et l'obligation de rembourser mon grand-père. Donc, selon lui, mon père veut que je revienne parce qu'il imagine que mon grand-père arrêtera de les punir si je retourne vivre avec eux. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. En réalité, j'adore vivre seul depuis ces 6 derniers mois. Mais il me manque énormément, mes frères et sœurs me manquent. La vie qu'on avait avant tout ça me manque, mais je ne sais pas si retourner vivre à la maison est la bonne solution, et en plus, ça me fait mal de savoir que la raison pour laquelle il veut que je revienne, c'est l'argent. Eddie, ce n'est pas pour mon père, c'est pour ma demi-sœur et mes petits frères que j'aimerais que les choses redeviennent comme avant. Mise à jour 1. Je voulais vous donner des nouvelles, puisque vous avez été très gentil et m'avez énormément aidé. J'ai été tellement bouleversé par tout le soutien que vous m'avez apporté. Merci 1000 fois. D'abord, je veux simplement répondre à quelques questions que certaines personnes avaient posées. Ma tante et mon grand-père sont du côté de la famille de mon père. Du côté de ma mère, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de contacts. Mes grands-parents sont décédés avant ma mère, j'ai des oncles et des tantes que je vois de temps en temps, mais ils ne vivent pas près d'ici. J'ai aussi 2 autres oncles du côté de mon père, je suis proche d'eux, mais pas autant que de ma tante. Elle a été mon pilier quand ma mère est morte, je la considère comme une seconde mère. Ma belle-mère savait que je payais un loyer, il avait même été sous-entendu que ma demi-sœur devrait faire la même chose à ses 18 ans. Mais je ne sais pas si elle savait que mon père n'était pas propriétaire de la maison, ni dans quelle mesure mon grand-père aidait financièrement mon père. Maintenant, pour la mise à jour. Lundi, le lendemain de mon poste, j'ai appelé mon père et je lui ai dit que j'avais décidé de ne pas revenir vivre à la maison. Je n'ai rien mentionné de ce qu'on m'avait raconté, j'ai simplement dit que j'étais bien installé ici et que revenir donnerait l'impression de faire un pas en arrière. Mais j'ai aussi dit que je voulais garder le contact avec eux. Qu'ils pouvaient m'inviter à dîner quand ils le voulaient, et j'ai également dit que j'aimerais beaucoup que ma demi-sœur et mon petit frère puissent venir passer du temps avec moi ici chez moi. Il était déçu, mais au moins je n'ai pas senti de colère dans sa voix. En gros, il a simplement répondu « on verra », et il en est resté là. Moi aussi, j'étais déçu. Mais ensuite, vendredi, il m'a appelé pour me demander si je voulais déjeuner avec eux dimanche. Aujourd'hui, je lui ai dit que j'avais déjà des projets avec mes grands-parents. Il m'a demandé quand je serais libre, alors nous avons prévu un dîner jeudi. Je n'ai rien dit de tout ça à ma demi-sœur, nous parlons et nous nous envoyons régulièrement des messages. Elle non plus ne les a pas entendus parler de moi. Mais elle a dit que sa grand-mère, la mère de sa mère, était là pour aider avec le bébé et qu'elle était incroyablement agaçante. Ça m'a fait rire. J'avais envie de lui proposer de dormir ici, mais je ne voulais pas lui donner de faux espoirs pour que mon père dise non ensuite, alors je vais essayer d'en parler avec eux jeudi. La grande mise à jour, c'est que je viens juste de rentrer après avoir rendu visite à mes grands-parents. Nous avons passé une merveilleuse journée ensemble, mais j'ai aussi dit que je voulais tout savoir sur ce qu'il se passait. Je n'étais plus une enfant et j'avais l'impression d'avoir vécu dans le mensonge. Les choses les plus importantes étaient celles que ma cousine et ma tante m'avaient racontées la semaine dernière, mais il y avait encore d'autres révélations. Mon grand-père subventionne nos besoins de base assez régulièrement, comme l'école, la santé, etc., parce que, selon lui, mon père n'a pas un centime d'économie. En plus, mon fonds universitaire a été principalement financé par lui et par ma mère avant son décès. J'imagine que ça a du sens. J'ai aussi été stupide de ne pas m'en rendre compte plus tôt. Il a également créé des fonds pour mes petits frères et sœurs, ainsi qu'un pour ma demi-sœur, parce qu'il ne voulait pas qu'elle se sente exclue ou qu'elle ait moins d'opportunités que les autres enfants. Cet homme est incroyable, je l'aime tellement. Et oui, j'ai énormément de chance. J'ai vu beaucoup de gens commenter là-dessus, pas de manière méprisante, mais avec beaucoup de soutien et de gentillesse. Je sais que j'ai énormément de privilèges d'avoir des grands-parents et une famille capable de m'aider financièrement et prêt à le faire. J'espère qu'un jour je pourrai aider les autres comme ils m'aident. Bref, j'ai aussi exprimé des inquiétudes concernant la situation financière de mon père, et mon grand-père m'a assuré que mon père allait bien, plus que bien, même. Il devra simplement être moins dépensier pendant un moment, mais il ne laisserait jamais aucun de ses enfants ou petits-enfants souffrir ou manquer de quoi que ce soit. Comme beaucoup l'ont dit, il essaie d'enseigner à mon père, selon ses propres mots, une leçon qu'il aurait dû lui apprendre il y a longtemps. Donc je vais rester en dehors de ça, je ne pense pas dire à mon père que je suis au courant de tout ça. Je sais que beaucoup m'ont dit de le confronter, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il continue à croire que je ne sais rien. Enfin, nous avons parlé de la raison pour laquelle mon père m'avait mise dehors.
Lui non plus n'avait pas de réponse, je pouvais voir à quel point lui et ma grand-mère étaient blessés par ce que mon père avait fait. Il a dit qu'il avait demandé une explication mais qu'il n'en avait jamais obtenu. Voilà tout pour le moment. Je vais continuer à essayer d'avoir une relation avec mes frères et sœurs en dehors de mon père et de ma belle-mère. Je vais aussi essayer d'organiser un dîner hebdomadaire avec eux. Je sais que ce que vous avez tous dit sur mon père est en grande partie vrai, mais j'ai besoin d'essayer au moins d'avoir une relation avec lui, non pas pour lui, mais pour mes frères et sœurs. Mais ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai plus me faire du mal. D'accord, attendez. Pause une seconde. Voilà la vérité inconfortable. Elle a découvert que son père avait été financièrement incompétent toute sa vie, et son premier réflexe a été de s'inquiéter pour elle lui. Elle a littéralement dit « J'ai exprimé des inquiétudes concernant la situation financière de papa. » Cette fille à qui on a fait payer un loyer, qu'on a mise dehors, et à qui on a fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa propre maison, est là, inquiète pour l'homme qui lui a fait subir tout ça. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est ce que l'amour pour un parent vous fait. Ça vous pousse à protéger des gens qui, franchement, n'ont pas mérité cette protection. Et personne ne parle de la douleur très particulière que ça représente, aimer quelqu'un qui continue sans cesse à vous décevoir. Ça ne disparaît pas juste parce que les faits sont évidents. L'autre vérité inconfortable? Elle a dit qu'elle n'avait jamais réalisé que son père ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et honnêtement, la plupart d'entre nous n'examinent pas nos parents d'aussi près quand tout semble aller bien. On suppose simplement que la vie qu'on mène est celle qu'ils ont construite. On ne remet jamais en question les vacances, la grande maison, la stabilité. On pense que c'est juste eux. Et puis un jour, le rideau tombe, et on réalise que tout cet équilibre tenait grâce au sacrifice silencieux de quelqu'un d'autre, travaillant dans l'ombre. Ce grand-père a financé ses études. Sa mère décédée a contribué elle aussi. Et son père s'est attribué le mérite d'une vie stable qu'il n'avait en réalité pas assurée lui-même. Cette dernière partie, elle est lourde à porter. Parce qu'elle ne pourra jamais revenir en arrière et faire comme si elle ne savait pas. Et vous non plus, maintenant. Bon, revenons à l'OP. Mise à jour 2. Il n'y a pas énormément de nouveautés, mais certaines personnes m'ont envoyé des messages pour demander comment le dîner s'était passé. Alors jeudi dernier, j'y suis allé après le travail. Mon Dieu, mes frères et sœurs m'avaient tellement manqué, et j'ai passé la majeure partie du temps avec eux. Mon petit frère n'est plus un bébé, il a tellement grandi. Ma petite sœur est tellement mignonne que je pourrais la couvrir de bisous. Je ne veux plus jamais être éloigné d'eux, quoi qu'il arrive. Kazé, j'ai mentionné son nom une fois par erreur dans mon post original, et ma demi-sœur, c'est la seule avec qui j'ai gardé un contact régulier par appel et message. C'est aussi une personne incroyable. Elle sait que je suis parti dans de mauvaises circonstances, mais elle ne connaît pas les détails ni quoi que ce soit concernant l'argent. Je lui ai demandé si elle voulait venir passer une soirée pyjama chez moi un jour, et elle était super enthousiaste. Si je ne l'avais pas arrêtée, elle aurait commencé à faire sa valise immédiatement. La mère de ma belle-mère était toujours là pour aider avec le bébé. Et devinez où elle loge? Dans mon ancienne chambre. Ils l'ont transformée en chambre d'amis. Et la chambre du bébé est devenue l'ancien bureau de ma belle-mère parce qu'il est plus proche de la chambre principale. Honnêtement, ça m'a un peu blessé. Je n'ai vu les parents de ma belle-mère que quelques fois. Ils ont toujours été gentils avec moi, cette fois, sa mère me regardait bizarrement tout le temps. Peu importe où j'étais ou où j'allais, elle me suivait du regard comme si elle s'attendait à ce que j'essaie de voler quelque chose. Quand j'avais le bébé dans les bras, elle ne me quittait pas d'une semelle. Bref, à part ça, le dîner s'est aussi bien passé qu'on pouvait l'imaginer. Un peu gênant, mais j'étais heureuse de pouvoir voir mes frères et sœurs et passer quelques heures à jouer avec eux. À la fin, j'ai parlé de Kazé qui viendrait dormir chez moi pendant le week-end. Sa grand-mère a immédiatement dit que c'était hors de question, que Kazé n'irait pas, mais à ma grande surprise, ma belle-mère l'a arrêté. Elle a dit que si Kazé le voulait, je pourrais venir la chercher samedi après son entraînement de football. Quant au dîner, c'était tout. Quand je suis parti, ma belle-mère m'a serré très fort dans ses bras. Beaucoup de gens disaient qu'elle était juste une méchante belle-mère, et j'ai à moitié commencé à le croire. Mais comme je l'ai dit dans mon premier post, nous avons toujours eu une bonne relation. Je suis parti très confuse et émotive. Samedi après-midi, je suis allé chercher Kazé. Nous avons regardé vice-versa depuis nous avons mangé du shawarma pour la première fois, ce qui est en gros un burrito à la viande, je ne vois pas la différence. C'était tellement agréable de passer la journée avec elle, je suis tellement heureuse de la voir dans ma vie. Dimanche, je l'ai ramenée chez elle et je suis entré pour voir mes autres frères et sœurs. Mon père n'était pas là, il était sorti voir un ami du travail. Certaines personnes ont demandé ce que faisait mon père dans la vie, il est avocat, et ma belle-mère travaillait autrefois dans une agence de publicité, mais maintenant elle est mère au foyer. Nous avons prévu un autre dîner vendredi. Je ne sais pas si je saurai un jour exactement pourquoi il voulait que je parte ou pourquoi il me faisait payer un loyer. Je ne veux pas aborder le sujet maintenant parce que je ne veux pas mettre en danger ma relation avec mes frères et sœurs. Donc je ne sais pas si j'aurai d'autres mises à jour, puisque les choses se calment et que maintenant c'est juste la vie. Mais si je découvre quelque chose plus tard, je ferai une mise à jour. Vous avez été incroyable. Merci beaucoup pour tous vos mots de gentillesse et de soutien. Parler de tout ça puis lire vos réponses m'a énormément aidé.
J'ai aussi suivi les suggestions des internautes et je vais commencer une thérapie, et vendredi sera ma première séance. Eddie, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est exactement l'opposé de ce que je veux. Pour commencer, mes petits frères et sœurs sont encore des bébés. Ma petite sœur a littéralement 1 mois. Il n'y a aucun moyen d'avoir une relation avec eux si je coupe complètement les ponts avec mon père et ma belle-mère. Même ma demi-sœur, avec qui je resterai en contact, est encore adolescente. Bien sûr, je peux l'appeler et lui envoyer des messages, mais nous ne pourrions pas passer du temps ensemble. Je suis déjà parti de la maison, j'ai un logement, un travail, et j'étudie dur pour construire ma carrière. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils m'ont mise dehors ou s'ils avaient besoin d'argent, ce n'est plus mon problème. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une relation avec mes frères et sœurs, de les voir grandir et de faire partie de leur vie. Je n'ai aucune intention de créer des conflits et de risquer de compromettre cela juste pour satisfaire ma curiosité. Mon père et ma belle-mère se comportaient de façon « normale », entre guillemets, avec moi, seule sa mère était étrange. Mais tant que cela n'affecte pas ma relation avec mes frères et sœurs, ça m'est égal. Je ferai volontiers comme si rien ne s'était passé. Je ne leur ai pas pardonné, mais je peux oublier. Mise à jour 3. Bon, les choses ont un peu explosé, et je ne sais même pas par où commencer. Je n'ai toujours pas digéré tout ce qu'on m'a raconté. Depuis ma dernière mise à jour, les choses étaient normales de mon côté. J'ai eu un autre dîner avec mes parents vendredi dernier. La mère de ma belle-mère, que je vais appeler Bruma, pour Bruja Malvada, méchante sorcière, spoiler, continuait à me lancer des regards mauvais, mais je l'ai ignoré. J'avais prévu un dîner avec eux pour vendredi dernier et je leur parlais d'emmener mon petit frère au parc hier, mais mercredi mon père m'a appelé pour me demander si nous pouvions reporter le dîner et si je pouvais aller chez mon grand-père samedi à la place, parce qu'il avait besoin de parler à toute la famille. Pendant ce temps, je discutais avec Kazé, et elle me racontait que ma belle-mère, que je vais appeler Esté, et Bruma se disputaient énormément. Eh bien, dimanche dernier, le père d'Esté débarque, je vais l'appeler Baman, pour Bastardo Mentiroso, salaud menteur, il y a une énorme dispute, et Baman et Bruma retournent chez eux lundi. Alors hier après-midi, je suis allé chez mon grand-père, ma tante était aussi là. Ensuite, mon père et Esté sont arrivés avec Kazé. Mon père était clairement embarrassé. Il s'est excusé auprès de moi et de mes grands-parents. Esté s'est également excusé auprès de moi. Et mon père a donné une sorte de « excuse-explication-raison » pour tout ce qui s'est passé ces dernières années. Certaines choses, je les savais déjà, mais Kazé non. Elle était présente pendant toute la conversation. Donc je vais essayer de tout raconter ici, je ne sais pas à quel point ce sera cohérent, mais j'espère que vous pourrez suivre. Il y a des années et des années, mon grand-père et un ami ont créé une entreprise. L'entreprise a eu énormément de succès. Quand mon père avait 25 ans, mon grand-père a vendu l'entreprise et gagné beaucoup d'argent, alors il a décidé d'offrir une maison à chacun de ses enfants. Il leur a donné 350 000 $ chacun avec la promesse qu'ils utiliseraient cet argent pour acheter une maison ou rembourser un prêt immobilier. Mon grand-père avait vu des gens perdre leur maison et ne voulait pas que cela arrive à ses enfants. Cependant, mon père n'a jamais acheté de maison. En réalité, il est parti à New York pour ouvrir son propre cabinet et devenir un grand avocat à succès. Et comme vous pouvez l'imaginer, les choses ne se sont pas très bien passées pour lui. 5 ans plus tard, il n'avait plus d'argent, ne pouvait plus payer son loyer, alors il a contacté mon grand-père et est revenu à la maison. Mon grand-père l'a aidé à trouver un emploi chez un de ses amis. Après un certain temps, mon père a recommencé à remettre sa vie sur pied, à louer une maison, quitter celle de mon grand-père, rencontrer ma mère et commencer à sortir avec elle. Ils sont tombés amoureux et, quelque temps plus tard, il l'a demandé en mariage. Avant qu'ils ne se marient, mon grand-père est venu les voir et leur a dit qu'il leur offrirait une maison. Il en avait déjà parlé à ses autres enfants et ils étaient d'accord. Mais comme il ne faisait pas confiance à mon père, et que cette maison devait garantir que les futurs enfants de mon père auraient toujours un toit, la maison resterait au nom de mon grand-père et, dans son testament, elle reviendrait directement aux enfants de mon père. Donc j'avais tort auparavant, mes oncles et ma tante ne vivent pas dans des maisons appartenant à mon grand-père, seulement mon père, et je crois aussi 2 de mes cousins. Puis je suis né. La vie était belle pendant un moment, puis ma mère est décédée. Mon père a eu du mal à s'occuper de moi seul. C'est là que mon grand-père a commencé à l'aider financièrement. Quelques années plus tard, mon père rencontre Esté, mais il a honte de ne pas être propriétaire de la maison et du fait que mon grand-père l'aide financièrement, alors il ne lui dit jamais rien de tout cela. Pour elle, mon père était simplement un avocat modérément prospère. Il se marie, elle tombe enceinte, elle lui demande si elle peut devenir mère au foyer à plein temps, et mon père a honte de dire non. Alors il lui répond que ce n'est pas un problème. Pendant ce temps, avec désormais 3 enfants et une épouse au foyer, mon père a encore plus de difficultés, mon grand-père aide davantage, et les économies de mon père diminuent jour après jour. Mon père admet qu'il a en quelque sorte jeté Esté sous le bus auprès de mon grand-père, en lui faisant porter la responsabilité de ses problèmes financiers pour que mon grand-père continue à aider par souci pour les enfants. Maintenant, je dois revenir un peu en arrière pour parler de Baman et Bruma. Tout comme Esté, il croit que mon père est un avocat riche et prospère. Il commence à dire à mon père qu'il me gâte trop, que je vais devenir irresponsable avec l'argent,
que j'ai une vie trop facile. Que lorsque Baman avait mon âge, il devait payer un loyer à son père, et qu'il avait fait la même chose avec son fils, le frère d'Esté, et qu'ils étaient devenus des personnes prospères qui n'avaient jamais eu besoin de personne, etc., etc., etc. Et apparemment, cela a fini par influencer mon père. Il a commencé à avoir peur que je dépende de lui, ou plutôt, de mon grand-père et de son argent, au lieu de réussir par moi-même. Il a commencé à craindre que je sois un échec comme lui, qui a encore besoin que son père le sauve. Alors il a commencé à recevoir des conseils parentaux de ses beaux-parents. Pourquoi ne pas demander conseil à ton propre père, qui est beaucoup, beaucoup plus prospère et qui a élevé les 3/4 de ses enfants pour qu'ils réussissent eux aussi, ai-je demandé. Apparemment, c'est parce qu'il avait honte. Ce mot revient sans cesse pour expliquer les actions de mon père, la honte. Il ne voulait pas que mon grand-père pense encore plus mal de lui. D'où l'idée du loyer, qui était une suggestion de Baman. Mon père dit que son plan initial était d'économiser cet argent et de me le donner plus tard. Mais avec un nouvel enfant, Esté qui ne travaillait pas, et le besoin de donner à Esté et à ses beaux-parents l'image que tout allait bien, épargner est devenu impossible selon lui. D'ailleurs, il m'avait aussi menti à l'époque en disant que c'était une chose normale, que mon grand-père avait fait la même chose avec lui et ses frères et sœurs. Ce qui est un mensonge que j'ai découvert il y a 8 mois, mais avec tout ce qui s'est passé, cela me semblait insignifiant à ce moment-là. Il y a un détail que je n'avais pas révélé dans mes précédents posts parce que je pensais qu'il n'avait pas d'importance, du moins, c'est ce que je croyais, et c'est que je fais partie de la communauté LGBTI. Je ne cache pas ce fait, en réalité, j'en avais déjà parlé à ma mère avant son décès. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que j'annonce partout. Cependant, cela deviendra important plus tard. Bref, pour continuer, Baman devient le confident de mon père, et mon père commence à lui parler de ses problèmes d'argent. Baman commence alors à dire des choses comme le fait que je devrais partir de la maison, ce qui est rejeté au début. Puis Esté tombe à nouveau enceinte, et mon père panique. C'est à ce moment-là que Baman et Bruma approchent mon père et lui disent qu'ils vont l'aider, non seulement financièrement, mais que Bruma viendrait vivre avec lui et Esté après la naissance du bébé pour les aider. Ils iraient même jusqu'à convaincre Esté de retourner travailler, puisque Bruma serait là pour s'occuper des enfants. Mais pour cela, il fallait que je parte. Leur raison était que la maison ne pouvait pas accueillir Bruma et qu'il était temps pour moi de quitter le nid, etc., etc., etc. Alors ils l'ont convaincu que je devais partir. Mon père n'a jamais raconté tout cela à Esté, la partie que je viens de vous expliquer. Il lui a seulement dit qu'il pensait que c'était mieux pour moi, et que l'arrivée du bébé était une excellente opportunité. Selon eux, Esté était contre cette idée, mais mon père a joué la carte du « je suis le père, je sais ce qui est mieux », alors elle a cédé. Il m'annonce donc que je dois déménager, cette partie-là, je vous l'ai déjà raconté de mon point de vue. Ce jour-là, mon grand-père va chez mon père et ils ont une énorme dispute. Pas seulement entre mon père et mon grand-père, mais aussi entre mon père et Esté. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle découvre que mon père n'est pas propriétaire de la maison, qu'il n'a quasiment aucune économie et qu'il dépend financièrement de mon grand-père. L'accord secret entre mon père et son beau-père reste caché à ce moment-là. À ce stade, j'ai demandé à Esté pourquoi, alors, elle avait été aussi hostile envers moi après cette journée, au point de me faire sentir indésirable et de me pousser à partir. Et elle avait l'air choquée. Elle m'a demandé pardon et s'est mise à pleurer, disant qu'elle n'avait jamais été en colère contre moi, mais contre mon père, qu'elle n'avait aucune idée qu'on lui faisait porter la responsabilité de mon départ. Moi aussi, je pleurais, je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Et les amis, je sais que beaucoup d'entre vous ont dit du mal d'elle, et je ne vous en veux pas, mais moi, je la crois. L'expression sur son visage quand je lui ai dit que je m'étais senti rejeté et que c'était pour cela que j'étais parti, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Maintenant, je pense qu'elle est autant victime des actions de mon père que moi. Pendant tout ce temps, elle essayait simplement de me laisser de l'espace. Pour revenir au fait, je déménage, mon grand-père non seulement coupe toute aide financière à mon père, mais commence aussi à lui faire payer la maison. La seule chose qu'il continue de financer, c'est l'éducation de Kazay. Maintenant que tout est révélé, mon père et Esté doivent tout réduire, les sorties au restaurant, les repas coûteux, vendre leur voiture, etc. Baman et Bruma leur donnent aussi un peu d'argent pour les aider. La pauvre Esté est stressée, enceinte, avec un mari menteur. Honnêtement, j'ai de la peine pour elle et pour ce qu'elle a vécu. J'ai regardé mon grand-père, et je voyais qu'il en avait aussi. Je ne pense pas qu'il ait réalisé à quel point il lui causait du stress. Je ne sais pas ce qu'il fera désormais concernant mon père et la maison. Avant la naissance du bébé, Bruma emménage chez mon père et Esté accouche, et les choses deviennent « normales » entre guillemets. Mais avec le nouveau bébé, mon père se sent encore plus coupable de ce qui s'est passé, et c'est là qu'il m'appelle. Encore une fois, cette partie, je vous l'ai déjà racontée, donc passons directement au moment où je suis allé dîner chez eux pour la première fois. Mon père et Esté reconnaissent aussi que Bruma se comportait bizarrement avec moi. Après mon départ, ils en ont parlé, mais rien n'en est sorti. Cependant, Esté a continué à parler de sa mère avec mon père, et mon père a commencé à lui raconter ses conversations avec Bruma et Baman à propos de l'argent, de l'éducation, etc. Après mon deuxième dîner,
Esté a confronté sa mère et elles ont eu une énorme dispute. Et apparemment, c'est à ce moment-là qu'elle a dit quelque chose comme « Je n'arrive pas à croire que vous laissiez cette insulte revenir chez vous après vous être débarrassé d'elle. » Et c'est là que mon père a enfin compris à quel point il avait été stupide. Ils ont mis Bruma dehors, maman est venue la chercher et ils ont eu une autre dispute. Mon père voulait en réalité faire comme si rien ne s'était passé, continuer les visites et reconstruire la relation. Mais Esté a tenu bon et a dit qu'il devait être honnête sur tout, non seulement avec moi, mais aussi avec Kazé et avec tout le monde. Et c'est ainsi que nous en sommes arrivés à aujourd'hui. Je pleurais, Esté pleurait, Kazé pleurait, mon père pleurait, ma tante pleurait, mon grand-père pleurait, ma grand-mère, qui n'avait pas dit un seul mot, me serrait fort dans ses bras. Selon mon père, c'est fini maintenant, plus de mensonges, plus de tromperies. Mon père et Esté sont partis après ça. J'ai dormi chez mon grand-père parce que je n'étais pas en état de conduire. Je suis rentré chez moi ce matin, j'ai pris une très longue douche, et j'ai énormément pleuré. Maintenant, j'écris tout ça pour voir si cela peut m'aider à donner un sens à tout ça, à comprendre mes pensées et mes sentiments. Je suppose que c'est la fin de l'histoire. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je me sens triste, en colère, désolé pour Esté et Kazé. Je ressens tout et rien à la fois. J'appellerai ma thérapeute demain pour voir si nous pouvons prévoir plus de séances. J'y vais déjà tous les vendredis, mais je ne peux pas attendre une semaine entière. Du côté positif, ceux qui avaient parié sur « la belle grand-mère maléfique » avaient raison. Et dit, hier, plus j'y pensais, plus je m'inquiétais pour le mariage de mon père et de ma belle-mère. Elle aussi a traversé énormément de choses ces derniers mois et elle a 2 jeunes enfants. Je vais aussi lui suggérer une thérapie, familiale et individuelle. J'ai également réalisé que maintenant qu'elle n'a plus l'aide de sa mère avec le bébé, les choses risquent d'être encore plus difficiles pour elle. Je vais lui parler et lui offrir toute l'aide que je peux. C'est ce que mon père et ma belle-mère ont expliqué. Mon père a dit qu'il avait réalisé qu'elle était intolérante et qu'elle essayait de me repousser. Je n'ai jamais beaucoup interagi avec eux. Quand mes parents leur rendaient visite, je restais généralement chez mes grands-parents. Donc je ne sais pas si ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour lui, ou s'il lui avait déjà dit d'autres choses auparavant. Il n'a jamais montré de signe de rejet envers moi, et ma belle-mère non plus. C'est pour cela que l'idée que cela puisse avoir un rapport avec ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Mise à jour 4. Je repensais récemment à ce poste et j'ai décidé de faire une mise à jour. D'abord, je vais beaucoup mieux émotionnellement, parce que l'année dernière, j'étais complètement détruite. Aujourd'hui, dans l'ensemble, je vais très bien. Après que tout ait explosé ce jour-là, la vie est plus ou moins revenue à la normale. Nous avons commencé une thérapie familiale pendant un certain temps. Au début, c'était prometteur, mon père était volontaire et ouvert. Mais après un moment, il a régressé et était de moins en moins prêt à faire les efforts nécessaires, jusqu'à arrêter complètement d'y aller. Moi, Kazé et ma belle-mère avons continué encore quelque temps, mais nous avons fini par arrêter aussi. En revanche, je poursuis ma thérapie individuelle, et mon psychiatre veut me faire passer une évaluation pour le TDAH, mais il préfère attendre que je sois complètement stable émotionnellement et physiquement. Ma belle-mère et Kazé continuent elles aussi leur thérapie individuelle. Comme beaucoup pouvaient probablement s'y attendre, ma belle-mère et mon père ont fini par se séparer après quelques mois. Au départ, c'était censé être temporaire, mais maintenant il n'y a plus de retour en arrière possible. Cependant, le divorce n'est pas encore officiellement finalisé. Ma belle-mère est restée dans la maison parce que mon grand-père n'aurait accepté aucune autre solution. J'ai commencé à aller chez eux de plus en plus souvent pour aider ma belle-mère avec le bébé et mon petit frère, jusqu'à passer presque tout mon temps là-bas. Finalement, ma belle-mère et moi avons décidé que je reviendrais vivre à la maison. Je pensais que mon grand-père serait déçu, puisqu'il était très fier de voir à quel point je me débrouillais bien seul, mais il avait l'air heureux quand je le lui ai annoncé. Même s'il a dit qu'il garderait quand même cet appartement indisponible encore un peu plus longtemps, au cas où j'en aurais un jour besoin. Je vais toujours à l'université, mais l'année dernière je n'ai suivi qu'un demi-programme de cours. La bonne nouvelle, c'est que maintenant je suis revenu à un emploi du temps complet. La mécanique des fluides est un cauchemar. La vie à la maison est en réalité devenue très agréable. Ma belle-mère et moi sommes devenus extrêmement proches cette dernière année. Elle est retournée travailler pendant que j'ai quitté mon emploi pour aider avec les enfants. Et honnêtement, je préfère largement ça, parce que m'occuper de mes frères et sœurs est beaucoup plus agréable. En plus, mon grand-père insiste pour me payer pour le babysitting. L'année prochaine, je commencerai un stage dans une entreprise de construction appartenant à un ami de mon grand-père. Je sais que beaucoup de gens ont insisté sur le fait que ma belle-mère savait tout ou qu'elle était d'une certaine manière complice des actions de mon père. Mais je la crois sincèrement et j'ai totalement confiance en elle. Elle n'a presque plus aucun contact avec ses parents, et ils n'ont plus le droit de venir à la maison. En plus, la confiance que j'ai avec ma belle-mère est quelque chose qu'on ne peut comprendre qu'en la connaissant réellement. On ne peut pas résumer en quelques centaines de mots ce qu'a été et ce qu'est notre relation. Kazé aussi a énormément évolué et aide beaucoup à la maison, et mon grand-père insiste également pour la payer pour son temps. Nous savons que c'est sa manière de nous aider sans que cela ressemble trop à de la charité. Ma petite sœur est un véritable démon, elle court partout dans la maison. Petit Lucifer, ou Lucie comme je l'appelle, ce n'est pas son vrai prénom,
mais je l'appelle parfois Lucie, elle n'a même pas vraiment appris à ramper correctement, elle est directement passée à la marche. Nous devons être constamment vigilants parce qu'on dirait que sa tête est attirée magnétiquement par tous les coins pointus de la maison. Mon petit frère est celui qui a le plus souffert du départ de mon père. Je sais que ces postes ont donné une image terrible de mon père, et je n'excuse absolument rien de ce qu'il a fait, mais il était aussi un bon père sur certains aspects, et mon petit frère était très attaché à lui. Mon père et moi parlons à peine aujourd'hui. Il agit comme si nous devions tous oublier ce qui s'est passé et tourner la page, ce que je suis encore incapable de faire. Il n'existe aucun accord officiel de garde entre lui et ma belle-mère, mais il vient chercher mon petit frère 2 ou 3 fois par mois pour passer la journée ou le week-end avec lui. Et maintenant que ma petite sœur est plus grande, parfois elle aussi. Globalement, je suis dans une situation infiniment meilleure que l'année dernière. J'ai une famille incroyable, des grands-parents extraordinaires, des frères et sœurs adorables, et ma belle-mère est devenue une amie très proche. J'ai même une petite amie. Je sais aussi que j'ai énormément de privilèges d'avoir une famille et un système de soutien aussi solide. À aucun moment dans toute cette histoire je n'ai dû m'inquiéter d'avoir un toit au-dessus de ma tête ou de quoi manger, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas de tout le monde dans des situations similaires, comme on me l'a rappelé, parfois assez durement, dans des messages privés. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui ont lu ou commenté mes posts. Le soutien reçu lors de mon premier message a été le déclic dont j'avais besoin pour arrêter d'être naïf et cesser d'ignorer certaines choses. Écrire ici a été une excellente façon de m'aider à clarifier mes pensées et mes émotions. Mais je ne ferai probablement plus de mise à jour, parce que je considère maintenant ce chapitre de ma vie comme terminé. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Écoutez, le père, et je vais être honnête ici, est sincèrement le personnage le plus frustrant de toute cette histoire. Pas parce qu'il est purement malveillant, mais parce qu'il est presque pire que ça, un homme faible qui n'a cessé de faire des choix lâches tout en les déguisant en décisions parentales. Faire payer un loyer à sa propre fille tout en dépendant secrètement de son propre père? Mentir à sa femme en prétendant être propriétaire de la maison? Prendre des conseils financiers de ses beaux-parents au lieu de, vous savez, l'homme qui avait réellement construit une richesse familiale sur plusieurs générations? Ce n'est pas un méchant de film. C'est juste une personne profondément rongée par ses complexes, qui n'a jamais affronté sa honte, et malheureusement, c'est sa fille qui en a payé le prix. Et Esté, honnêtement, elle mérite énormément de reconnaissance. Elle aurait pu devenir la méchante que cette histoire semblait vouloir présenter, et pourtant, ce n'était pas le cas. Elle était autant victime que les autres, manipulée par ses propres parents, maintenue dans l'ignorance par son mari. Le moment où elle a tapé du poing sur la table en disant « plus de mensonges », ça, c'était le véritable tournant. Il fallait du courage, surtout avec un nouveau-né et un mariage en train de s'effondrer. Maintenant, Kazé, la demi-sœur, cette fille est une perle rare. 14, 15 ans à peine, en train de maintenir les relations familiales grâce à des appels et des messages, montrant plus d'intelligence émotionnelle que les adultes dans cette histoire. Franchement, on l'adore. Et le grand-père? Discrètement le MVP de toute l'histoire. Pas de drame, pas de grands discours. Juste des actes. Des conséquences apportées avec amour. C'est rare. Quant aux leçons à tirer, et il y en a plusieurs importantes ici, la première, c'est que la honte est réellement dangereuse. Toute la chute du père s'est construite sur une honte qu'il n'a jamais affrontée. Il n'a pas su demander de l'aide, pas su être honnête, et ça lui a coûté son mariage et sa famille. Deuxième leçon, vos enfants observent tout, même quand vous pensez qu'ils ne remarquent rien. Et la dernière, votre vraie famille n'est pas toujours celle à laquelle vous vous attendiez. Parfois, c'est une belle-mère que vous étiez presque prêt à rejeter, et un grand-père qui arrive discrètement et change tout. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.